Est-ce que le déluge a été causé par la main de l'homme? Depuis la nuit des temps, nous avons toujours voulu pouvoir faire tomber la pluie, que ce soit en dansant ou avec des prières. Nos ancêtres ont toujours cherché à faire tomber cette pluie. Sommes-nous arrivés à une époque où cela est maintenant possible? Bonjour à tous. Aujourd'hui un programme exceptionnel et vraiment intriguant, avec une nouvelle technologie qui va propulser l'homme et l'humanité tout entière dans la possible maîtrise de son environnement. Mais d'abord, voici le programme d'aujourd'hui. Nous commencerons avec la future révolution énergétique, une mini-centrale solaire spatiale du Japon, qui peut transmettre de l'électricité directement dans nos maisons d'ici 2025. Une source d'énergie captée depuis l'orbite, de la pure magie. Fini les câbles, tout le monde pourra recharger son portable juste en pointant son portable au ciel. Ensuite, nous explorerons une technologie controversée mais fascinante. L'ensemencement des nuages à Dubaï. Autrement dit, la création de pluie artificielle. Les récentes pluies torrentielles ont-elles été vraiment causées par cette méthode? Nous discuterons les vérités cachées derrière cette pratique de créer de la pluie artificielle. Puis nous plongerons dans les profondeurs de l'océan pour une découverte incroyable. L'Institut SETI affirme avoir réussi à communiquer avec une baleine à bosse en Alaska. Nous allons peut-être bientôt pouvoir parler à nos animaux. Allez, si vous êtes chaud, on y va. Je vous rappelle juste que si vous aimez la vidéo tout au long de celle-ci, vous pouvez soit vous abonner, soit laisser un petit like pour me soutenir. Ici, nous présentons quasiment tous les jours les avancées technologiques qui sortent, et il faut avouer qu'en ce moment, le rythme du progrès est effréné. Nous avons une vidéo par jour, et il faut bien ça si on veut tenir le rythme des innovations. Allez, assez baratiné, on y va pour la première partie. Quelqu'un m'a fait remarquer dans les commentaires que je ne parlais pas assez du Japon. Alors aujourd'hui pour notre première partie, une innovation directement venue du Japon elle-même. Et je parle d'une mini-centrale solaire, et surtout spatiale, qui promet de transmettre de l'énergie à travers l'air, directement depuis l'espace. Prévu au Japon pour débuter d'ici 2025, il faut s'imaginer un avenir où l'énergie électrique est captée directement depuis l'orbite, comme un portable qui capte le réseau, de la même manière. Une source d'énergie constante, libérée donc des limitations terrestres. C'est exactement ce que le projet japonais Ohisama vise à accomplir. Ohisama signifie soleil en japonais, et ce projet pourrait bien illuminer notre futur. Soleil illuminé, vous avez compris le jeu de mots? Il a fait ça de lac de nerfs du coton. Lors de la récente conférence internationale sur l'énergie spatiale à Londres, les détails de ce projet ont été révélés. Koichi Hiritani, un consultant du Japan Space Systems, a expliqué que le Japon se prépare à tester un petit satellite pesant environ 180 kg. Il serait capable de transmettre 1 kW d'énergie depuis une altitude de 400 km. Ça ne semble pas énorme, n'est-ce pas? Mais c'est suffisant pour faire fonctionner un petit électroménager comme un lave-vaisselle par exemple. Alors ok, je vous l'accorde, c'est vraiment pas beaucoup. Mais ici, il s'agit d'une preuve de concept. Une fois mené à son terme, le projet pourra être étendu massivement et donc produire beaucoup plus d'énergie. Le satellite sera équipé d'un panneau photovoltaïque de 2 mètres carrés. L'énergie stockée sera ensuite convertie en micro-ondes et transmise à une antenne sur Terre. En raison de la vitesse vertigineuse du satellite, environ 28 000 km/h, les antennes qui vont recevoir cette énergie-là devront donc être réparties sur une distance de 40 km et placées à 5 km les unes des autres. En fait, les chercheurs de la CTEC ont déjà démontré avec succès la transmission d'énergie solaire sans fil depuis l'espace directement. Et contrairement aux centrales solaires terrestres, qui elles sont affectées par les conditions météorologiques et la nuit, le jour, etc., les centrales solaires spatiales peuvent collecter de l'énergie solaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors juste pour faire une petite parenthèse, le premier à avoir parlé de la transmission d'énergie sans fil, c'est Nikola Tesla. Il y a même une théorie qui dit que Nikola Tesla aurait été à l'époque empêché de produire en masse, ou en tout cas de développer cette recherche de transmission d'énergie par les airs donc, par le lobby mené par Thomas Edison, qui aurait poussé des installations par câblage plutôt que par des transmissions dans les airs. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'énergie se transmet par câble et non par les airs, alors que la technologie existe depuis un très long moment. Même si je vous l'accorde, pour transmettre autant d'énergie que nous utilisons aujourd'hui, il faudrait des installations énormes pour transmettre toute cette énergie-là par les airs. Mais avec les développements qui arrivent très vite et très fort, les experts présents à cette conférence-là, qui a présenté cette technologie du Japon, ont souligné qu'il ne s'agit qu'une question de temps avant que nous arrivions à réduire la taille de ces installations, et donc de démocratiser la transmission d'énergie par les airs.
En fait, imaginez-vous prendre votre portable et qu'il soit en état de charge constante puisque l'énergie serait partout autour de nous. Qu'est-ce que vous pensez-vous de cette avancée-là? Au fait, avant de passer au sujet principal de la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cela nous soutiendra beaucoup. Mais en tout cas, imaginez, dans le futur, nos maisons seront peut-être alimentées par une source d'énergie qui viendra directement depuis l'espace. Ça fait rêver, non? Allez, passons à la partie suivante. Créer de la pluie, faire tomber de la pluie, créer des nuages. Le progrès de l'humanité est arrivé très loin. Et pourtant, je dis toujours que ce n'est que le début. Nous allons plonger aujourd'hui dans une innovation qui est à la fois fascinante, mais à la fois controversée. Et je parle de l'ensemencement des nuages. Excusez-moi si j'écorche ce mot, je le trouve un peu difficile à prononcer. Mais en d'autres termes, l'ensemencement des nuages, c'est en fait la création de nuages pour créer de la pluie ou faire tomber de la pluie, notamment dans des zones assez arides. Si vous avez suivi les informations récemment, Dubaï a été frappé par de pluies torrentielles, atteignant son quota annuel de précipitations en seulement 24 heures. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et beaucoup attribuent ces inondations à une technologie que Dubaï utilise régulièrement, l'ensemencement des nuages. Mais qu'en est-il vraiment? L'ensemencement des nuages, c'est un peu comme de la magie moderne, en tout cas à mes yeux. Des avions lâchent des produits chimiques et des petites particules, comme par exemple des sels de chlorure de potassium, et cela directement dans les nuages. Le but? Faire tomber la pluie et augmenter les réserves d'eau douce. Imaginez pouvoir contrôler le temps, la météo à ce point-là. Les Émirats Arabes Unis sont en effet connus pour développer cette pratique depuis plusieurs années, et cela pour faire face à la sécheresse. Ahmed Habib, un météorologue au Centre national de météorologie des Émirats Arabes Unis, a même confirmé que des opérations de ce type avaient eu lieu juste avant ces pluies intenses. Alors ma question c'est, est-ce que cette technologie est vraiment à blâmer pour les pluies qui ont eu lieu récemment à Dubaï? À première vue, ça pourrait sembler évident. Les réseaux sociaux étaient inondés de vidéos et d'images des intempéries, avec des commentaires pointant du doigt cette pratique-là par le gouvernement. Mais attendez une seconde, une analyse plus approfondie révèle une histoire un peu plus complexe quand même. L'ensemencement des nuages n'est pas nouveau à Dubaï. En fait, c'est depuis 2002 que les chercheurs cherchent une façon d'accélérer, ou en tout cas de faire tomber la pluie. Tomber. Et depuis 2020, il est estimé que Dubaï mène environ 300 opérations de ce type-là chaque année. Et ce qui est étonnant ici, c'est que le jour de la tempête, aucune opération d'ensemencement n'a eu lieu près de Dubaï, mais plutôt dans une autre région des Émirats, un peu plus loin de la ville. Et puis d'après les chiffres qui nous ont rapportés, cette technique ne peut augmenter la production de pluie que d'environ 25%. Et puis c'est un peu logique quand on y pense. Cette technologie ne crée pas de pluie à partir de rien. Il faut déjà qu'il y ait des nuages de pluie présents. Mais bien sûr, les chiffres sont à prendre avec un peu de pincettes, puisqu'effectivement, et bien sûr, le gouvernement des Émirats Arabes Unis ne vont pas annoncer comme ça qu'ils ont causé le déluge qui a causé de nombreuses victimes, malheureusement. Alors avant de vous donner mon point de vue, je vous invite à laisser un petit j'aime à la vidéo si celle-ci vous plaît, cela me soutiendra beaucoup. Et pour revenir au sujet, et encore une fois avant de vous donner mon point de vue, je tiens à souligner que les experts pensent qu'il s'agit d'un ensemble complexe de facteurs climatiques naturels, qui ont eux aggravé les changements climatiques globaux. Mais ce n'est quand même pas très clair, car d'autres experts pointent justement cette pratique comme la principale coupable des pluies diluviennes qu'il y a eu à Dubaï. Alors on va y réfléchir 2 secondes. En injectant des substances comme par exemple de l'iodure d'argent ou alors du sel dans les nuages, directement dans les nuages, on stimule la condensation d'eau dans ces mêmes nuages-là. C'est un peu comme donner un petit coup de pouce à la nature pour qu'elle fasse son travail, mais bien sûr à une échelle que nous pouvons difficilement imaginer. Et cela entraîne un effet domino, ou autrement connu sous le nom de réaction en chaîne, au sein de ces systèmes-là nuageux qui finiraient par faire tomber la pluie massivement. Alors pour être honnête, on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé ce jour-là à Dubaï, et j'ai tendance à dire que quand on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il s'est passé quelque part, il s'agit soit certainement d'un mix de circonstances, soit d'une dissimulation de données. Mais dans tous les cas, il y a 2 camps. Ceux qui trouvent cette technologie incroyable et ceux qui trouvent que nous jouons aux apprentis sorciers. Mais quand on y pense, ça pourrait vraiment être une solution potentielle pour les pénuries d'eau que rencontre la planète. Et franchement, certains pourraient être réfractaires dans nos sociétés développées à ce genre de technologie, à ce genre de technique, en disant que cela déséquilibrerait la planète. Et je tiens à dire 2 choses. La première, c'est qu'on ne le sait pas. Nous n'avons aucune preuve. Et en fait, nous n'avons pas beaucoup accès à ce genre de recherche, bien que la pratique soit assez commune. Je pense qu'il faut laisser du temps au temps et que petit à petit, nous en apprendrons plus sur cette technologie avec des données chiffrées.
Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut penser aux millions de personnes qui sont aujourd'hui, ou en tout cas qui n'ont pas accès à de l'eau potable en permanence. Franchement, allez dire à quelqu'un qui souffre de soif qu'on ne va pas lui donner de l'eau car on ne sait pas trop les conséquences à droite à gauche. Non, je pense vraiment qu'effectivement il faut faire très attention au développement de cette technologie, mais que c'est un espoir immense pour l'humanité. Je suivrai donc le développement de celle-ci de très près et je vous tiendrai informé des développements de cette nouvelle avancée technologique. Bien sûr, on pourrait également parler d'un usage militaire de cette technologie, mais bon, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, car ça fait un petit moment déjà que je parle de cette innovation et que nous allons passer à la suite. Mais en tout cas, les mots que je retiens de cette innovation, ce sont les mots prudence et espoir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette technologie? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, on va passer à la partie suivante. Et pour notre partie suivante, imaginez un monde où nous pouvons parler aux animaux ou alors aux créatures les plus majestueuses de l'océan et de la Terre en général. Ça paraît un peu fou, n'est-ce pas? Eh bien, préparez-vous à être possiblement émerveillé, car l'Institut SETI affirme avoir franchi cette étape. Regardons cela de plus près. Des scientifiques ont tenté de parler avec une baleine à bosse en Alaska. Au passage, je trouve ces créatures très majestueuses, c'est vraiment assez incroyable à voir. L'Institut SETI est assez célèbre et a déjà mené pas mal d'expériences fascinantes en Alaska. Leur équipe composée d'experts en comportement animal et en bioacoustique ont travaillé sans relâche pour décoder les chants complexes des baleines à bosse. Ces créatures communiquent avec des mélodies mystérieuses qui résonnent à travers l'océan. Josie Rubart, chercheuse au SETI et comportementaliste animal à l'Université de Californie, nous a dit, et je cite, « Les baleines sont des créatures intelligentes avec un langage qui nous est étranger. Imaginez-vous en décembre dernier, au large des côtes d'Alaska. Après avoir analysé et interprété le son des baleines, les chercheurs recréent un signal acoustique qui est censé vouloir dire « Je suis là ». L'équipe SETI diffuse alors des enregistrements sous-marins de chants de baleines à bosse qu'ils auraient recréés. Et c'est alors qu'une femelle baleine réagit de manière spectaculaire et s'approche de l'embarcation. Elle commence à nager autour du bateau, imitant les sons qu'elle entend à son tour. La chercheuse décrit cela comme un appel de contact. Est-ce que vous imaginez une baleine qui répond aux appels humains? Lisa Walker, une autre chercheuse du SETI, qui est également spécialisée dans les chants de baleines, nous explique à son tour. Et je cite, « Ces mammifères marins émettent une variété de sons, incluant des cris, des gémissements et des sifflements. L'équipe a passé beaucoup de temps à analyser ces vocalisations pour tenter de décoder leur signification. La baleine femelle a répondu 36 fois en 20 minutes. C'est un échange communicatif assez impressionnant entre des humains et des animaux comme les baleines par exemple. Qu'est-ce que vous feriez vous si vous pouviez comprendre les baleines? Et avez-vous déjà pensé à ce que cela pourrait signifier pour notre avenir de pouvoir communiquer avec les animaux? Les implications seraient assez vastes. Et je vais pas vous faire le dessin, mais je pense que votre cerveau se fait déjà beaucoup d'images sur les possibilités d'un tel échange entre des humains et des animaux. Perso, j'aimerais bien communiquer avec mon chien. Quoique ça pourrait être assez bizarre quand même, car on pourrait découvrir des choses qui sont un peu dérangeantes. En tout cas, c'est une idée fascinante qui ouvre la voie à beaucoup de possibilités pour notre avenir. C'est vrai que cette interaction n'a pas été une interaction intellectuelle, mais c'est une première forme de communication directe entre l'homme et l'animal. Je trouve ça fou. En tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout comme d'habitude. Le soutien récent a été assez incroyable. Et je tiens donc à vous remercier tous, car c'est votre soutien qui me pousse à continuer ce genre de vidéos et qui me pousse à partager la technologie et notamment les dernières innovations qui sortent. Je vous rappelle que si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais d'habitude, ceux qui écoutent la vidéo jusqu'à aussi loin sont les plus passionnés et je pense donc que vous êtes déjà abonnés. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour la suite ainsi que les nouvelles technologies. Allez, à bientôt!